City Radio présente Quand les auteurs se livrent. à la découverte de jeunes auteurs girondins. Rencontre avec Et je suis à présent avec Capucine Sergent. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors avec vous, on est plutôt dans la littérature dite jeunesse, avec des romans jeunes adultes comme Le Cyrénien, où on suit le combat de Carly pour sauver sa mère, se défaire de sa peur de l'eau et titiller les légendes fantastiques, rien que ça. Ouais. Avec des romans ados comme L'art est long, la vie est courte, une histoire de deuil surmontée par un jeu de piste dans le Paris contemporain aux côtés de D'Artagnan, ou carrément dans la série jeunesse Tous en scène, où on suit les pérégrinations de 3 demi-sœurs à leur cours de théâtre. C'est ça. Et ce qu'on remarque dans tous vos écrits, il me semble, c'est que c'est pas tant l'action qui guide notre lecture, mais l'évolution, la transformation de vos héroïnes et de leur parcours pour surmonter leurs difficultés personnelles. Je me trompe ou pas ? Non, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce que j'aime le plus lorsqu'on raconte des histoires, c'est de voir l'évolution du personnage principal et le fait qu'entre le début et la fin, c'est plus la même personne. Ouais. Il y a typiquement le héros un peu loser au début ou un peu avec plein de défauts puis qui va se transformer, quoi. Oui, qui va devenir une meilleure personne, qui va apprendre sur lui, qui va progresser en tant qu'individu. Et comment ça s'écrit ? Comment ça se prépare ça, l'écriture initiatique ? Pour mes romans, Ouais. alors moi je suis ce qu'on appelle une autrice architecte, donc en fait je sais à l'avance ce qui va se passer, donc je travaille sur un synopsis où j'écris chapitre par chapitre qu'est-ce qui va se passer avant de commencer l'écriture du premier jet. Ça veut dire que j'ai une vision d'ensemble sur toute l'histoire, du début à la fin, mais ça veut pas dire qu'il peut y avoir, des petits imprévus. Oui, des fois choses l'imagination nous amène sur un autre terrain, on l'intègre aussi, quoi. Exactement, et puis de toute manière je corrige énormément mes romans, donc en fait parfois il y a des scènes ou des passages qui fonctionnent pas et qu'il faut réécrire. Après parfois il y a des personnages qui disent bon bah non là moi ça me convient pas ça, donc je veux aller dans cette direction, donc on écoute un petit peu, il y a un côté très instinctif là-dedans. Et j'aime bien, je connaissais pas ce terme, je suis un écrivain architecte, une écrivaine c'est ça. architecte. On dit un peu qu'il y a 2 écoles entre les jardiniers et les architectes. D'accord. Les jardiniers, ils écrivent au fil de la plume ? Exactement, c'est ça. D'accord. Eh bien, vous êtes architecte. Donc, il y a cette phrase qui résume aussi votre style. Et si la frontière entre le réel et l'imaginaire n'était pas celle que l'on pensait ? Et c'est vrai qu'on le retrouve souvent parce qu'il y a du fantastique aussi beaucoup dans vos romans. Le Cyrénien, c'est un personnage fantastique. Comment vous la voyez, vous, cette frontière entre le réel et l'imaginaire, justement ? Pour mes romans ou dans la vie de tous les jours Peut-être les deux, peut-être l'un inspire l'autre. Pour les romans, pour commencer. J'adore les romans de fantasy depuis toujours. Quand j'étais ado, je fais partie de la génération Harry Potter, donc j'ai grandi avec, on va dire, le début de l'imaginaire qui a pris une grande importance parmi le public français. Donc c'était Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et la fantasy française aussi. Il y a eu beaucoup d'auteurs français qui ont commencé à cette époque-là à être reconnus, puisqu'ils ont toujours existé, hein, bien sûr. Ouais. Et là, la frontière, elle est assez nette quand même entre le monde d'Harry Potter, le monde du Seigneur des Anneaux. On est clairement dans un univers fantastique. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est un peu plus ambigu. On est dans une époque contemporaine, mais avec des petits rappels à droite à gauche de fantastique, ou alors qu'on croit que c'est du fantastique, alors qu'en fait... Peut-être pas. Peut-être pas. C'est tout simplement notre rêve, notre imaginaire. Oui, parce que je trouve que c'est très agréable à écrire de s'identifier à des personnages qui sont de notre monde et qui vivent des choses fantastiques. Comme dans Le Cyrénien, lorsque Carly, elle habite en Nouvelle-Zélande, mais elle est étudiante en biologie marine, et puis en fait elle va être confrontée à l'extraordinaire, au surnaturel, et je pense qu'on peut s'identifier à elle, essayer de se mettre à sa place, parce que on a pu être étudiant, on a pu aller faire de la plongée. Le fantastique, vous m'avez posé la question, dans mes romans ou dans la vie réelle ? Vous pensez qu'il est présent dans la vie réelle, le fantastique aussi ? Alors il peut, en fonction des croyances de chacun. Après, c'est aussi, je pensais plus à la part de rêve et le fait que chacun, en fait, on a un imaginaire intérieur qu'on cultive, et le mien, je l'exprime par ces romans. Mon intérieur fait autant partie de ma vie de tous les jours. Mais c'est ça qui est bien, dans votre écriture c'est très agréable, on est dans la tête de vos personnages et donc on a l'impression par analogie qu'on est un peu dans la vôtre aussi, on ressent comme eux. Est-ce que du coup par projection on est aussi dans votre tête, dans votre façon de penser, ou est-ce que vos personnages se réfléchissent différemment de vous-même ? Pour mes héroïnes en particulier, si on prend en fait en scène les 3 demi-sœurs qui font du théâtre, il y a de moi dans chacune d'elles, alors que pourtant il y en a une qui est extravertie, très sportive, il y en a une qui est au contraire très réservée, sensible, une autre très timide, et en fait je me retrouve dans les 3. Vous êtes divisé en 3 en fait, hein. C'est un peu ça. C'est aussi
quelque chose de très personnel puisque je mets un peu de moi à chaque fois. Dans L'art est long, la vie est courte, l'héroïne Elena, c'est une artiste qui a ce côté également très sensible, très rêveur, qui vient de moi. Donc à chaque fois je mets du mien. Et dans l'écriture, alors je sais pas, c'est mon analyse personnelle, hein, mais je vous ai trouvé un schéma, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, qui rend très efficace justement cette écriture où on est dans votre tête. Dans ce que vous décrivez, il y a une description assez précise du lieu, de ce qui se passe, une sensation, et ensuite un sentiment, une réflexion. On est dans le lieu, on ressent quelque chose, et après, ça nous exprime une émotion, une réflexion, on réfléchit. Et c'est précisément ce schéma qui fait qu'on se sent comme si on était dans votre tête, quoi. Parce qu'on vous imagine tout à fait, voir par exemple si vous écriviez sur là le salon du livre, vous décririez le lieu, vous auriez une sensation, je sais pas, une odeur, quelque chose, et après une émotion. Donc on se sent tout de suite dans votre tête, quoi. Et les dialogues servent davantage pour l'action. Et la description, c'est avec ce schéma-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? C'est intéressant, moi je l'avais pas du tout vu comme ça. D'accord. Non, c'est amusant. On va dire que peut-être ça peut se retrouver chez moi, mais au niveau inconscient, c'est-à-dire que je le ferai sans m'en rendre compte, c'est pas rechercher à tout prix. Après, je cherche le visuel, je cherche l'émotion, et peut-être que j'ai effectivement des schémas intérieurs qui font que je répète quelque chose pour aller générer après cette émotion chez le lecteur. Ouais, mais ça marche bien en tout cas. C'est une écriture que je qualifierais de simple, mais efficace. Vous êtes plutôt sur des phrases assez courtes, vous allez droit au but, quoi. C'est votre style ou c'est propre à la littérature jeunesse, d'après vous ? Je dirais que ça doit faire partie de mon style. Après, la littérature jeunesse est quand même très large. Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Si on parle juste de la jeunesse des petits ou si on étend jusqu'au young adulte. Oui, j'intègre les young adultes. D'accord, parce qu'après, il y a des dizaines de styles différents. Et des nouveaux codes aussi. Oui, et puis tout le monde n'est pas d'accord pour définir le young adulte de la même manière. Donc... Comment vous le définiriez, vous ? Je vais parler en particulier de mes romans, de la manière dont je considère le young adulte dans mes romans. Déjà, pour moi, il n'y a pas forcément de limite d'âge. On va dire que ça commence à partir de 13 ou 15 ans. Et on est dans des thèmes, en fait, de développement, de changement de vie. En fait, quand à l'adolescence, on a tout ce qui est de l'ordre des premières fois, des premières découvertes, des décisions importantes, du fait d'apprendre que nos actes ont des conséquences. Et c'est là aussi qu'il va y avoir les premières erreurs. Ouais, c'est très initiatique, en fait. Exactement. Et avec des héros qui sont plutôt jeunes adultes en fait, hein, mais c'est plus l'âge des héros qui détermine ce style-là que l'âge des lecteurs. Oui, c'est ça. Vous êtes du coup publié aux éditions Au Loup. Oui, pour En Scène. Pour En Scène, et c'est une série, hein, donc là il y a 3 tomes pour l'instant, peut-être j'en ai loupé entre temps. Non, pour l'instant il y en a bien 3. Il y en a bien 3, je sais que vous êtes sur Wattpad aussi il me semble. Oui. Donc vous diffusez dans des endroits où on n'avait pas de la littérature il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de nouveaux codes qui font que la littérature évolue, et en particulier dans la littérature jeunesse et dans ce que vous faites. Oui, alors pour Wattpad, en fait, du coup, c'est moi qui suis inscrite sur la plateforme en tant qu'autrice, donc c'est indépendamment de la maison d'édition, et c'est un moyen pour les auteurs de faire connaître leurs écrits, peut-être gagner un peu en visibilité, surtout partager, en fait, puisqu'on a d'emblée les retours de lecteurs au fur et à mesure qu'on écrit nos chapitres. Oui, c'est l'équivalent d'un réseau social, en fait. C'est exactement, c'est le réseau social pour les auteurs. C'est ça. Parlons un peu de vous, Capucine Sergent. Vous êtes dans la traduction aussi. Vous êtes passionné par l'art, les beaux-arts, les arts martiaux. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans ce métier d'écrivain si jeune ? On va dire que c'est plutôt le métier d'écrivain qui m'a choisi. Parce que j'ai toujours écrit depuis aussi loin que remonte ma mémoire. J'ai toujours eu cette envie, et puis en fait c'est l'année où j'ai passé mon master de traduction. Une fois que je l'ai eu, je me suis dit bon maintenant l'horizon il est un peu libre, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et la réponse a été l'écriture. À l'époque je travaillais sur un projet de trilogie que je voulais à tout prix finir, et puis lorsque je l'ai terminé, j'ai enchaîné sur d'autres romans, et donc ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est l'écriture qui vous a choisi. C'est pas un métier anodin. Quand on dit moi je veux faire écrivain et arriver à en vivre, quelles ont été les réactions autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, et comment vous avez grandi avec ça ? J'ai eu de très bonnes réactions en fait. Et après des gens qui comprennent pas tout à fait, ils sont curieux en fait, ils demandent qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ressemblent mes journées, ils comprennent pas non plus l'investissement
qu'il y a dedans, le temps qui est nécessaire, parce que ma trilogie de fantasy, c'était vers 2016 que j'étais en train de la travailler, 2018 que je l'ai terminée, là on est en 2023 et je repasse à nouveau des corrections. Donc c'est vraiment... On est sur du temps long. Il y a des romans, ils prennent des années, des dizaines d'années avant d'être publiés, avant d'arriver à maturité. Donc il y a eu toutes ces questions-là. Après, il y a aussi eu beaucoup de gens impressionnés qui me disaient aussi que eux, ils pourraient pas rester des heures chez eux derrière un ordinateur. Ils ont besoin de voir des gens, ils ont besoin de structure. Ils peuvent pas s'imposer ce genre d'heures-là. On va dire qu'il faut rester en fait avec soi-même, fidèle à soi-même. Et savoir ce qu'on veut, et puis... Ouais, il y a un côté maîtrise de soi qui est important pour pouvoir pas perdre les pédales, entre guillemets, dans ce métier. Ou même financièrement, on sait que ça viendra quand ça viendra, mais c'est pas forcément régulier. Il faut le savoir, oui. Il faut être tout à fait conscient de l'aspect très aléatoire d'éventuels revenus lorsqu'on commence à en gagner un petit peu. Il y a une différence entre la personne qui écrit pour son plaisir, sans forcément vouloir en faire son métier, et la personne comme vous qui veut en être professionnel, dans la manière d'écrire, dans la discipline peut-être ? Moi je dirais que non, parce qu'en fait le plaisir il est là. Après ça va être une différence au niveau de la pression qu'on se met. Mais moi j'estime que je suis encore dans le loisir. Je sais que je suis autrice professionnelle, mais je me sens peut-être pas tout à fait telle. Je connais des auteurs qui doivent répondre à des éditeurs et doivent faire des commandes. Et ils ont des délais fixes et il y a beaucoup de stress. Et puis, ils ont besoin de gagner de l'argent régulièrement. Donc, pour eux, c'est très stressant. Moi, comme j'ai une activité à côté, pour me permettre de gagner de l'argent, je ne dépends pas en fait des revenus de l'écriture. Donc peut-être que j'ai gardé bien plus cet aspect plaisir. Et c'est pas grave si je mets 1 an, 2 ans ou 3 ans à publier un roman. Voilà, vous gardez le côté sérieux et maîtrise de soi, mais sans la pression. Oui. En évitant au maximum. En l'évitant, parce qu'elle peut toujours revenir, mais pareil, il faut savoir... Mais je vous fais confiance là-dessus, avec votre art du kung-fu notamment, pour avoir une maîtrise parfaite. Oui, parce que vous êtes aussi championne de kung-fu, faut le préciser. Oui, c'est vrai. Vous avez aussi été lauréate du prix Émergence 2021 et outre le fait d'être publié dans un recueil, ce qui est déjà génial, vous y avez gagné un accompagnement à la réécriture. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience ? Ce concours organisé par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, je sais plus, la 3e édition, c'était peut-être à laquelle j'ai été lauréate. C'était une énorme expérience en fait en tant qu'autrice professionnelle pour se professionnaliser. J'ai rencontré les 11 autres lauréats et nous avons tous été accompagnés par des auteurs professionnels pour la réécriture, les corrections de notre nouvelle avant qu'elle soit publiée dans le recueil. Donc ça c'était, on va dire, la partie très sympathique et très chouette et assez facile au final, puisque c'était une nouvelle assez courte et que je me suis très bien entendue avec ma marraine, donc ça a été très sympa. Et par la suite, la Charte a organisé une rencontre à Montreuil pendant le Salon du Livre Jeunesse pour qu'on rencontre des éditeurs. Donc c'était un moyen de faire du réseau, de parler de nos projets et de se professionnaliser. D'accord, donc là le côté un peu communication. Exactement. Qui est peut-être un peu plus difficile pour vous. Vous avez dit la partie simple c'était ça, je sous-entends que ça c'était la partie moins simple. Alors parce que quelque part il y a un peu des enjeux. Si on rencontre des éditeurs, même s'ils sont tous très bienveillants, on se dit potentiellement il faut pas que je rate mon coup parce que ça pourrait conduire à la signature d'un contrat. Ouais. Même si rien n'est jamais décidé d'avance et personne n'a signé effectivement sur une rencontre, ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment le début du réseau. Ouais, mais en tout cas, on voit que ça a apporté beaucoup. Et sur le travail d'aller-retour, de réécriture, un petit peu, ça, vous en avez tiré une expérience particulière ? Oui, alors comme c'était une nouvelle, c'était assez court, donc il n'y a pas eu vraiment de réécriture. C'était des petits ajustements juste avant publication, quoi, comme des corrections éditoriales. D'accord. Lorsque le texte est quand même déjà assez bon pour eux. Ouais. Vos futurs projets ? On est dans le tome 4 de Tous en scène ou on est sur un nouveau roman ? Oui, alors par rapport à mes publications Wattpad, donc Le Sirénien qui avait gagné les Watties est aujourd'hui publié. Il y a un autre roman sur Wattpad qui s'appelle Wendy et qui est une réécriture de Peter Pan avec Wendy pour héroïne, sur lequel je suis en train de travailler, qui est en correction actuellement et je prévois de le sortir à l'automne prochain, qui sera un roman relié avec peut-être des illustrations à l'intérieur, donc un bel objet livre. Ok, donc affaire à suivre, inscrivez-vous tous et toutes sur Wattpad pour avoir la suite de Wendy donc, et le futur travail de Capucine. Oui. Merci beaucoup Capucine. Merci.
On va se quitter avec une surprise pour vous, Capucine. C'est un extrait lu du Sirénien de vos livres. On a trouvé un extrait sur vos réseaux sociaux. La lecture est faite par mon ami et très bon lecteur Lucien Ducasse. Je me redressai pour rebrousser chemin lorsque l'eau se mit à monter. On aurait dit que la marée s'accélérait pour m'encercler sur le rocher. Mon pied glissa, comme si l'océan lui-même m'avait crocheté la jambe. Non, non, non! Mes bras battirent l'air inutilement avant que mon dos ne heurte la surface de l'eau. Mes cauchemars refirent surface. Je me débattis, cherchant à échapper à ce liquide qui prenait possession de mon corps. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je ne savais plus nager. Des bras se refermèrent sur moi et ma tête émergea à la surface. Ma gorge était tellement comprimée que je respirais de manière erratique. Je fus hissé sur une pierre lisse et mes poumons semblèrent fonctionner à nouveau. Je me retournai aussitôt pour me trouver face à des yeux aussi bleus que le fond de l'océan. Un sirénien. Sa nageoire bleue était totalement immergée et bougeait au rythme des vagues. Il possédait le torse d'un homme, imberbe, d'une couleur pâle, presque laiteuse, et des branchies à la naissance de son cou. Il me scrutait, ses mains palmées posées de part et d'autre de mes jambes. Quelque chose dans sa façon de m'examiner ne laissait pas de place au doute. Il avait tout l'air du prédateur qui vient de capturer sa proie. Je vais mourir. Trempé, j'attendais qu'il m'entraîne dans les fonds océaniques, me dévore pour ne laisser derrière lui qu'une carcasse. Calme-toi, Carly. Ce sont des légendes, mais une légende qui venait d'apparaître devant moi. Il ouvrit la bouche, comme pour émettre un son, mais en vain. Ses traits se tendirent. Lorsqu'il avança sa main humide et palmée, je reculai. Mes coudes ripèrent contre la roche et je réussis à gagner quelques centimètres de distance. « À l'aide, quelqu'un !» J'hurlai à plein poumon, dans l'espoir qu'on m'entende, ou à défaut, de faire peur au Sirénien. Ce dernier plissa les yeux. Sa mâchoire se contracta en même temps qu'il agita frénétiquement ses mains devant moi. Le message était clair. Il voulait que je cesse de crier. Et la curiosité, cette curiosité malsaine qui me mettait toujours dans de sales draps, reprit le dessus. « Tu me comprends ?» Sa tête fit un signe compréhensible par tous les humains. Oui, celle-là, je n'y attendais pas. « Mais tu ne peux pas parler !» Nouveau signe, cette fois pour dire non. Il porta la main à sa gorge, puis la tendit vers moi. Je pris appui sur la roche. Il était trop proche pour que je me sente en sécurité. Heureusement, il n'avait pas décidé de faire de moi son 4 heures. « Est-ce que tu t'es échoué ici ?» Il leva les yeux avec un rectus. « Ok, mauvaise question. » Il porta sa main à hauteur de sa gorge, puis ouvrit la bouche pour indiquer qu'aucun son n'en sortait. « Est-ce que tu as eu un accident ?» Il fit oui de la tête, puis agita ses mains, se désignant, puis moi. Ses mains virevoltaient en courbe et en signe, plongées dans l'eau avant de repartir dans les airs. « Tu as besoin d'aide ?» Il me pointa du doigt. « Comme moi, je t'aide ?» Comment ? Son visage se détendit. Il était beau. La couleur de ses yeux était la plus captivante que j'ai jamais vue. Ses sourcils sombres et hauts adoucissaient les traits de sa mâchoire imberbe. Tout était lisse et harmonieux chez lui, même ses lèvres. J'étais hypnotisé, exactement comme dans les légendes. Le Sirénien approcha, posa une main à plat sur la roche pour se hisser à ma hauteur. De l'autre, il chercha à saisir ma nuque. 2 doigts frais trouvèrent ma peau et il m'attira à lui, ses lèvres se rapprochant dangereusement des miennes.